Monsieur Guy Mettan, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'Immersive. Oui, bonjour et merci à l'Immersive pour m'accueillir aujourd'hui. Parlez-nous de vous, Monsieur Mettan, votre parcours scolaire, votre parcours professionnel. Présentez-vous, autrement dit. Merci, oui, encore une fois. Oui, voilà, je m'appelle Guy Mettan, je suis né à Eviona, où je me trouve maintenant. C'est un petit village des montagnes valaisannes, mais je vis à Genève depuis 45 ans, plus de 45 ans, parce que j'y ai fait mes études à l'Université de Genève en sciences politiques. Et ensuite, j'y suis resté parce que j'ai trouvé un emploi comme journaliste en 1980 à la rubrique étrangère d'un journal qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait le Journal de Genève. Et après 3 ans de stage, de formation de journaliste, je suis parti un an en Amérique latine, où je suis notamment descendu toute l'Amazone depuis sa source au Pérou jusqu'à Belém au Brésil. Et je suis rentré pour travailler dans un magazine trimestriel qui s'appelait Le Temps stratégique, qui, comme son nom l'indique, était consacré à des grandes questions, on va dire, oui, de nature stratégique, nature réflexive, que ce soit sur le plan économique, politique, militaire, culturel ou autre. Et ensuite, j'ai participé à la création d'un magazine qui s'appelle Bilan, qui existe toujours, magazine économique, à la suite de quoi j'ai participé aussi à la création d'un quotidien qui s'appelait Le Nouveau Quotidien, avant de prendre la direction en 1992 de la Tribune de Genève. Je suis resté 6 ans à la tête de ce journal comme directeur et rédacteur en chef, et en 1998, j'étais président et je suis devenu directeur du Club suisse de la presse, toujours à Genève. Et pendant 22 ans, j'ai animé ce club de la presse, mon activité consistant à recevoir des personnalités de passage à Genève dans le cadre des Nations Unies et des organisations internationales. J'ai organisé plus de 3000 conférences de presse avec une centaine de chefs d'État, des centaines de ministres, des milliers de représentants d'ONG notamment, et parmi lesquels Fidel Castro, le Dalai Lama, plusieurs premiers ministres français, de Michel Rocard à Dominique de Villepin, de M. Balladur, enfin d'autres. Le dernier en date était M. Bruno Le Maire, actuel ministre des Finances et de l'Économie. Donc voilà, toute une série de personnalités du monde entier qui sont passés dans ce club suisse de la presse pour présenter leur point de vue, pour s'adresser à la presse. Et à côté de ça, j'ai également commencé et poursuivi une carrière, on va dire, carrière peut-être un grand mot, mais enfin une activité politique, puisque j'étais conseiller municipal en ville de Genève et ensuite député depuis 20 ans. Je suis député au Grand Conseil de Genève, qui est l'équivalent, on va dire, du Conseil général, Conseil régional en France, et j'ai été président de ce Parlement il y a quelques années. Je suis toujours actuellement député, mais indépendant, membre donc de ce Parlement. Et puis, troisième catégorie d'activité, c'est l'écriture de livres. J'ai écrit un livre sur l'histoire politique, on va dire, de la russophobie en Occident, qui s'appelle Occident-Russie, enfin Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, puisque je suis remonté jusqu'à Charlemagne pour trouver les racines de cette russophobie qui s'est déployée chez nous à l'égard du monde slave et du monde russe en particulier, et bien depuis des centaines d'années. J'ai également écrit un livre sur le destin de l'Europe, et notamment de l'Union européenne, qui s'appelle Le continent perdu, plaidoyer pour une Europe souveraine et démocratique. Et puis dernièrement, c'était au mois de mai cette année, un dernier livre, enfin j'en ai fait d'autres, mais voilà, un dernier livre qui s'appelle La tyrannie du bien, qui est présente sous forme d'un dictionnaire de la pensée correcte et de la pensée incorrecte. Voilà en gros un peu l'histoire de mes activités. Puis je terminerai peut-être en disant par une note plus personnelle pour dire que l'âge aidant, j'ai aussi, on va dire, pris mes distances par rapport à, on va dire,
acquis davantage de liberté d'expression, au sens que j'ai plus de soucis de ménager une réputation, de ménager un plan de carrière, de faire attention, disons, au candidaton, ce qui me laisse beaucoup plus libre de m'exprimer comme je le pense et de défendre les idées sans devoir faire attention à ne pas vexer Pierre, Paul ou Jacques. Donc j'apprécie cette liberté que j'ai retrouvée il y a maintenant bientôt 3 ans. Et vous parlez de liberté. Est-ce que c'est ça qui a fait aussi que vous avez quitté le parti PDC, Parti démocrate chrétien? Il est situé plutôt au centre de l'échiquier politique suisse par rapport à la Belgique. Il est l'équivalent du- Oui, un autre parti. Il a changé de chrétien-démocrate, nom. oui, Absolument. absolument. Oui, Je vais juste finir pour permettre au moins à nos amis belges de situer le PDC. Il est l'équivalent du CDH en Belgique, c'est-à-dire le centre droit. Et puis, vous l'avez oui. quitté et vous n'êtes pas tout à fait libre puisque vous avez rejoint l'UDC, qui est un parti conservateur et nationaliste. C'est un peu la droite de la droite, pour pas dire l'extrême droite, non? Oui, non, alors je ne me retrouve pas du tout dans cette définition-là. Peut-être juste un petit retour en arrière. Effectivement, pendant 20 ans, j'étais membre du Parti démocrate chrétien, donc qui fait partie de la grande famille démocrate chrétienne européenne. Un parti d'ailleurs qui vient de changer de nom, puisqu'il s'appelle plus démocrate chrétien, mais qui a pris le nom de Centre, en tout cas en Suisse, dans l'ancienne, on va dire, l'ancien héritage, ou l'héritage du Zentrum allemand, hein, le grand parti centriste d'avant la guerre de 14, ouais, qui a duré au fond jusque dans au début des années 30. Oui, j'ai quitté ce parti pour des raisons tout à fait internes, des raisons, on va dire, de problèmes internes qui n'étaient pas, disons, une divergence idéologique profonde. Je suis devenu donc un député indépendant, ce que je suis toujours. Et puis, à l'approche des prochaines élections qui auront lieu à Genève début avril, j'ai été sollicité par plusieurs partis de centre droit qui m'ont demandé, mais enfin, pourquoi tu ne nous rejoindrais pas? Et finalement, j'ai décidé de me joindre à l'UDC qui s'appelle Union démocratique du centre. Alors après, on peut lui coller toutes sortes d'étiquettes, mais son nom, en français, c'est Union démocratique du centre. Donc, c'est un parti qui se revendique aussi comme centriste, puisque son nom l'indique bien. Alors, effectivement, mais c'est un parti, on va dire, qui est légèrement plus conservateur sur le plan des valeurs, notamment, c'est un parti qui n'est pas dans la lignée, on va dire, des théories du genre ou du wokisme actuellement à la mode, notamment dans les partis de gauche, mais aussi dans certains partis de droite, donc de ce point de vue-là, qui est aussi plus patriote, on va dire, enfin qui se soucie davantage de l'héritage historique de la Suisse, mais qui n'est absolument pas d'extrême droite du tout. Alors, certains peut-être aimeraient bien lui coller cette étiquette, mais ça n'est absolument pas le cas. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire, ce qu'on appelle ailleurs dans les autres pays d'Europe l'extrême droite. Mais c'est un parti qui s'affiche effectivement comme étant peut-être plus conservateur que le centre. Très bien. Voilà un petit peu pour le contexte, on va dire, politique. Et puis alors, un détail, enfin à mon avis qui n'est pas un détail, mais qui est très important, pourquoi cette Union démocratique du centre, pourquoi je l'ai rejoint? Eh bien parce que c'est un parti qui défend, premièrement, pendant la crise du Covid, ça a été le seul parti suisse. Je rappelle quand même que c'est le plus important parti de Suisse, donc ce n'est pas du tout un parti marginal. Il fait à peu près 30% des voix sur le plan national, donc c'est le plus grand de tous. Et c'est le seul parti qui, pendant la crise du Covid, n'a pas cessé de poser des questions, n'a pas cessé de s'interroger sur les entorses à la liberté qu'on était en train de commettre sous prétexte d'imposer un régime sanitaire, d'imposer des confinements, d'imposer
je ne veux pas parler de dictature sanitaire, c'est peut-être un mot excessif, mais enfin qui s'est quand même beaucoup interrogé sur la nature et la nécessité de prendre des mesures aussi radicales par rapport à une crise dont on s'aperçoit qu'elle était réelle, mais qu'elle ne mettait pas non plus en danger la survie de l'humanité. Et ça, je pense que c'est important parce que quand on altère la liberté de réunion, la liberté de culte, la liberté de commerce, la liberté d'expression, et tout ça au nom d'une conception extrêmement autoritaire de la santé, je pense qu'il y a des questions purement démocratiques, donc démocratiques, qu'on est en droit de se poser. Voilà, ça c'est une des raisons qui m'a fait adhérer à ce parti, à cette Union démocratique du centre. Puis la seconde raison, tout aussi importante, c'est que c'est le seul parti qui, au moment où la Russie a entamé son opération militaire en Ukraine, donc 24 février dernier, c'est le seul parti qui a défendu la neutralité suisse et la vocation traditionnelle de la Suisse à être un pays qui offre ses bons offices, pas son arbitrage, mais disons sa médiation, ses services de médiation, ses services de contribution à la paix sur le plan international. Je rappelle que la Suisse, depuis le traité de Vienne, au fond, offre ce type de service. Et là, pour la première fois, en quelques jours, en 48 heures, le Conseil fédéral, notre gouvernement, a bradé 2 siècles de neutralité comme ça, sous le coup de l'émotion. Et j'estime que premièrement, c'est un grand tort que d'avoir fait ça, parce que maintenant, la Suisse se prive de la possibilité de jouer un rôle au service de la paix, au cœur même de l'Europe, et puis au fond, contrevient à toute sa tradition humanitaire et pacifique. Ben, formidable, merci pour ce franc-parler qu'on va d'ailleurs retrouver aussi dans le livre que vous avez évoqué tout à l'heure, votre dernier livre, La tyrannie du bien, dictionnaire de la pensée correcte ou incorrecte. On verra après. Il m'a fait penser au titre d'un livre d'un autre écrivain suisse qui est Philippe Muret, L'Empire du bien. Et permettez-moi, Monsieur Guy Mettan, en 30 secondes, de lire un très beau résumé de votre livre. Je crois, mais vous allez me le confirmer ou l'infirmer tout à l'heure, je pense qu'il a été rédigé de la belle plume de Philippe Muret. Il disait ceci: le bien est partout. Il nous poursuit de ses assiduités, il nous traque sans pitié, il projette ses métastases jusque dans les plus intimes replis de nos vies. Il gère, manage, planifie, assiste, il légifère, confine, vaccine, condamne, bombarde, tue. D'empire, le bien est devenu tyrannie, car la quête frénétique de la vertu est devenue une obsession universelle. Elle ne se limite pas au cercle woke et aux ONG bien pensantes. Elle est aussi pratiquée dans les salons feutrés des conseils d'administration, les bureaux open space des managers, les antichambres inclusives des ministères, les amphithéâtres aseptisés des universités et sur les réseaux sociaux qui se sont mis en tête de censurer les manifestations supposées du mal. Cette tyrannie, il est urgent de la dénoncer. C'est ce que se propose ce guide qui piétine une jubilation, les plates-bandes de prêt-à-penser économiquement, culturellement et politiquement correct. Dans la veine caustique d'un Philippe Muret, il désarme les ressorts de la soft langue, ce nouveau langage qui s'emploie à emmêler le vocabulaire et à le noyer de néologismes à consonance anglaise pour mieux répandre des méfaits. Il en ressort un inventaire des idées reçues
qui réjouira ceux qui n'en peuvent plus des postures et des impostures, des hypocrisies et des faux semblants engendrés dans cette recherche éperdue d'un bien qui finit par faire beaucoup de mal. Guy Metton, pourquoi le mot bien est détourné de son vrai sens avec cette connotation péjorative? Est-ce que le bien tel que perçu par certains, peut-être aussi tyrannique? Merci d'abord d'avoir effectivement rappelé ce qui est le dos de la couverture de mon livre que j'ai effectivement rédigé au moment où j'avais terminé sa rédaction. Peut-être juste une précision, à ma connaissance, Philippe Donc Muret. c'est votre plume à vous. Oui, absolument. Absolument. On salue quand même Philippe Muret. Pour, Absolument. Alors, j'allais y venir. Donc, à ma connaissance, Philippe Muret n'a pas d'origine suisse, parce que c'est un écrivain français. Peut-être qu'il en a, mais personnellement, je n'ai pas cette impression, juste pour préciser. Mais évidemment, comme je l'ai dit tout au long en préface, et justement sur la petite notice de couverture que vous avez lue, ce livre doit beaucoup à Philippe Muret, parce que c'est lui le premier qui a dénoncé cet empire, ce qu'il appelait un empire du bien. Il a écrit ce livre en 1997, donc ça fait 25 ans, et j'ai poursuivi sa réflexion. Alors, je n'ai pas le talent de Philippe Muret, qui était un polémiste absolument redoutable. J'ai essayé de conserver cet humour et un peu ses traits d'esprit, mais je me suis situé dans sa veine, dans cette veine-là, justement en disant que depuis que Philippe Muret s'inquiétait au fond de la progression de l'empire du bien, celui-ci n'avait pas cessé d'empirer pour justement devenir une tyrannie. Parce qu'un empire, on peut supposer qu'il y a encore des empires bienveillants, tandis qu'une tyrannie bienveillante, on en connaît très, très peu. Donc depuis 25 ans, ce totalitarisme, on va dire, ce totalitarisme soft, ce totalitarisme doux de la pensée politiquement correcte, eh bien, c'est encore accru. Et alors, pourquoi cette tyrannie du bien? Évidemment, le bien, comme je le rappelle aussi dans toutes ces définitions, le bien correspond à la définition qu'on veut bien lui donner et surtout à, à la manière, disons, dépend de tout, à qui on attribue au fond cette capacité de faire le bien. Et ce que je reproche au fond à notre Occident, que par ailleurs, dont je suis partie prenante évidemment, mais ce que je reproche à notre manière de concevoir le bien, là je parle pour, on va dire, l'opinion dominante, eh bien, c'est d'être persuadé que notre définition du bien est supérieure à toute autre forme, toute autre définition, d'où qu'elle vienne dans le monde, et que cette supériorité, au fond, c'est une sorte de suprémacisme occidental auquel je m'attaque et à cette controverse qui est déjà très ancienne. Hein. Rappelez-vous par exemple la querelle de Valladolid où on avait qui opposait après la découverte des Amériques par les Espagnols, qui opposait les tenants, au fond les défenseurs d'une vision totalitaire du bien vue par l'Occident, qui consistait à vouloir imposer aux Indiens d'Amérique eh bien, nos valeurs, c'est-à-dire à l'époque le catholicisme, le christianisme, et puis Bartholomé de Las Casas qui défendait au contraire l'idée que ces Indiens étaient des êtres humains à part entière qui devaient être respectés, qui avaient leurs propres valeurs, qui pouvaient être aussi légales des nôtres. Ça fait 5 siècles au fond que cette tyrannie du bien nous habite, et aujourd'hui elle a pris de nouvelles formes, beaucoup moins, on va dire, qui ont l'air beaucoup moins violentes dans leur administration, c'est-à-dire qu'on ne massacre plus, on ne pratique plus le génocide des Indiens, soit les Indiens d'Amérique du Sud ou les Indiens d'Amérique du Nord par les Nord-Américains au XIXe siècle. Donc il n'y a plus de génocide, en tout cas apparent, qui est commis de notre main, mais cette tyrannie continue à exercer ses effets par des formes beaucoup plus subtiles, et notamment par celle du langage. C'est au fond la manière que nous avons
les définitions que nous donnons à nos mots, à notre langage, et la manière que nous avons d'imposer ce langage au reste du monde. Vous savez, Confucius disait qu'il n'y avait pas de situation pire pour lui que les situations dans lesquelles les mots perdaient leur sens, ou dans des situations dans lesquelles on donnait à aux mots, des autres significations que celles qu'ils avaient ordinairement. Ce qui fait qu'on assiste à une espèce d'immense loubi-boulga, si vous me permettez cette expression, qui noie tout dans une espèce de langage informe et qui permet, à travers ce type de langage particulier que moi j'ai appelé la soft langue, eh bien, d'imposer, d'opprimer, de forcer les gens eh bien, à, on va dire, obéir ou à se conformer plutôt, à se conformer à ces injonctions, de sens, on va dire. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. C'est peut-être un peu une explication un tout petit peu, on va dire, abstraite, mais dans ce dictionnaire, c'est extrêmement concret. J'essaie toujours de rester distant, de pratiquer un peu d'humour pour qu'on voit comment cette manipulation des mots, au fond, nous manipule à notre insu. Eh ben, superbe, très bien. Et donc, je m'en excuse. C'est un ami suisse qui m'a parlé pour la première fois de Philippe Muret. Peut-être que j'ai pensé dans ma tête qu'il était suisse. D'abord, il est francophone. Et peut-être que c'est un notable. Parce qu'il est Non, 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 il est français par ses deux parents, vous aviez raison. Et peut-être parce qu'il est plus extraverti, parce que c'est un écrivain français qui va vers les autres francophones, qu'ils soient de petits pays, entre guillemets, comme la Suisse, la Belgique ou le petit Québec, et puis au-delà, hein, la vaste Afrique francophone. C'est peut-être ça qui a fait que dans ma tête, il était suisse. Désolée. Pas de souci, pour moi, c'est plutôt un compliment. Désolée pour lui aussi. Et dans votre livre, hein, vous définissez deux matrices du bien, la matrice économique et la matrice progressiste. Et puis de là aussi découlent des mots totems, des mots tabous. Vous avez parlé, et puis dans le résumé déjà, vous reprenez le mot woke, les cercles woke. Vous êtes woke, vous? Écoutez, si j'étais woke, je ne pense pas que nous serions, enfin, vous me donneriez la parole aussi librement. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, évidemment. Oui, vous faites bien de rappeler qu'effectivement, pour moi, cette soft langue a repose sur deux grands piliers. Le pilier économique, ben, c'est la dictature du tout économique. C'est le langage, on va dire, l'hyperlangage du management, qui vient d'ailleurs des États-Unis et du monde anglo-saxon, et qui imprègne toute, toute la terminologie, tout le langage d'économie auquel on peut avoir droit dans l'ensemble de nos médias, que ce soit les médias écrits, audiovisuels ou sur Internet. Cette pensée économique totalitaire qui s'incarne dans le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, depuis les années 80, eh bien, finit par marquer l'ensemble voilà, marquer le vocabulaire et donc notre univers mental. Ben, c'est le langage du marketing, c'est tous ces mots qui vont de start-up, la start-up nation chère à Emmanuel Macron, tout ce langage de l'investissement, de la compétitivité, de l'efficience, de l'accountabilité, enfin tous ces mots qu'on voit fleurir sous la plume des experts économiques et des journalistes économiques. Et évidemment, des grandes entreprises multinationales qui, au fond, ont intérêt à diffuser, à créer, à diffuser ce langage parce que c'est un langage qui évacue complètement le social, comme si la seule activité humaine digne de ce nom était l'activité économique et qu'il n'y avait rien d'autre à côté. Bon, ça, c'est une des matrices. Et puis la seconde, eh bien, je dirais que c'est le libéral progressiste de gauche, qui consiste à faire croire que tout ce qui est qualifié de progressiste serait
bon par essence, serait l'incarnation du bien par essence. Donc toute innovation sociétale, pas seulement l'innovation économique, mais toute innovation sociétale serait par définition positive et bonne pour l'ensemble de l'humanité. Alors que pas du tout. Je conteste évidemment formellement cette vision des choses, pas au nom d'un conservatisme qui voudrait tout bloquer, mais parce que simplement, comme la pensée chinoise l'avait d'ailleurs très bien exprimé, le monde est fait de yin et de yang, de positif et de négatif, de blanc ou de noir, de bon et de mauvais, si on veut parler comme ça en termes moraux, mais il a besoin des deux pour fonctionner. Et il n'y a pas un plan qui est supérieur à l'autre, les deux sont équivalents. L'humide et le sec sont tous les deux nécessaires. Sans pluie, on ne peut pas vivre, et puis sans soleil, on ne peut pas vivre non plus. C'est cette réalité-là qui me paraît essentielle, et que cette espèce de dévotion aveugle à ce progressisme sociétal qui se marque aujourd'hui eh bien, dans le wokisme, dans les théories du genre, dans la quête absolument fanatique de cette identité sexuelle. D'un côté, on dénigre absolument l'identité nationale. Dès qu'on parle de nation, on est taxé d'extrême droite ou d'hypernationaliste ou que sais-je. Mais en revanche, alors l'identité sexuelle, poussée jusqu'à ses limites, y compris les limites les plus absurdes, eh bien, elle serait totalement positive. Et c'est absurde. C'est aussi absurde de vouloir chercher son identité dans le nationalisme ou la nation uniquement. C'est aussi absurde que de la rechercher dans le sexe ou le genre. Et c'est la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine qu'on pousse ce type de réflexion jusqu'à ce degré, à mon avis, disons, justement d'absurdité, puisqu'on voit qu'à force de créer des différenciations sexuelles, on est maintenant à une quinzaine, pour prendre juste cet exemple, on est maintenant à une quinzaine de sexes différents, y compris ceux qui se revendiquent comme n'ayant pas de sexe du tout, plus de sexe du tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On crée d'autres discriminations. Donc, au nom de l'antidiscrimination, on est en train de recréer d'autres discriminations. C'est comme les antiracistes qui, à force de vouloir être antiracistes, recréent d'autres formes de racisme, qu'on peut appeler le racialisme, et donc d'autres types de discrimination. Là, on voit qu'on mène une réflexion, à mon avis, ou une quête qui me paraît, en tout cas à mes yeux, critiquable, en tout cas à l'égard de laquelle on devrait conserver un peu de distance et beaucoup d'humour. C'est pourquoi, pour dire encore un mot par rapport à Philippe Muret, il disait que depuis l'Empire s'est empiré et donc c'est devenu la tyrannie du bien. Voilà. Voilà. Et par rapport à l'identité, l'Empire du bien ne reconnaît que trois types d'identité, l'identité de genre, de sexe et de race. Donc pour le reste, rien du tout. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu Amin Malouf, Oui, grand écrivain franco-libanais, dans son livre de mémoire intitulé Les identités meurtrières. oui, Euh, oui, tout à fait. Oui, et- oui, oui, je n'ai pas et- lu tous ces livres, mais effectivement, lui, comme il est originaire du Moyen-Orient, je crois qu'il est libanais d'origine, du Proche-Orient, oui, du oui, Liban, oui. c'est ça. Il était très sensible à ces questions. Et effectivement, il les a beaucoup vues, justement d'un œil extérieur, parce qu'à la fois, évidemment, il connaît bien son milieu d'origine, sa culture d'origine, donc musulmane, et puis multiculturelle, parce que le Liban est un pays, et la Syrie en général, sont des pays multiculturels, Confessionnel. Amin confessionnels, Malouf, en l'occurrence, était évidemment. chrétien et chrétien. Il est encore en vie. Il se Voilà, porte bien tout à fait. et il écrit toujours. Et C'est un grand écrivain à faire exactement. découvrir aux francophones. Et il examine au fond notre civilisation, je parle là de notre civilisation occidentale, avec ce regard distancé qui est le sien et qui est évidemment extrêmement enrichissant pour nous quand on veut bien
effectivement le lire avec attention. Très bien, c'était juste un petit coucou par rapport à Monsieur Absolument, Amin Malouf. tout à fait. Vous parlez de mots hein, tout à l'heure, mais en fait, vous proposez un lexique hein, en forme L'écrivain d'électrochoc. Albert Memmi, tunisien Albert Memmi, a aussi approfondi ces questions. C'était un ami qui avait D'identité. connu. Absolument. Très bien. On revient un mot par rapport encore à votre livre, oui, c'est une sorte de lexique, de dictionnaire, hein, à travers lequel vous démontez le prêt à porter et le prêt à penser. Et si on vous comprend bien, Guy Mettan, vous mettez à nu une énorme hypocrisie de la société occidentale, peut-être globalement, et puis les différentes élites plus particulièrement, n'est-ce pas? Oui, 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 absolument. Parce qu'effectivement, cette tyrannie du bien, c'est la tyrannie, on va dire, que les élites imposent aux autres. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le langage du peuple. Ce langage du bien qui est développé, comme je l'ai dit, hein, soit dans sa forme économique, soit dans sa forme, on va dire, plus un peu de gauche, entre guillemets, c'est-à-dire social progressiste ou libéral progressiste, bien évidemment, c'est un langage des élites et qui est faite pour imposer leur domination à la fois sur les peuples périphériques, donc non occidentaux, mais évidemment sur les classes sociales, sur les classes populaires au sein même de l'Occident, parce que ça n'est pas le vaste peuple, on va dire, par exemple des Gilets jaunes, hein, qui sont rebellés en France ces dernières années, et donc l'ensemble de ces classes populaires qui développent cette tyrannie. Elle fait partie des tyrannisés et non pas des tyrannisants. Mais effectivement, ce langage, c'est relativement difficile à percevoir. C'est pour ça que je l'ai fait sous forme d'une espèce de dictionnaire facile d'accès et ironique, sarcastique, parce qu'on est prisonnier des mots que nous utilisons. On est prisonnier de notre langue. C'est Ben difficile de... justement, donnez-nous hein, des mots totems, des mots tabous, utilisés par exemple par les médias, tiens, puisque tous les deux, vous et moi, on est quelque part confrères, et donc on est sensible à l'utilisation des mots. Oui, ben, je vous en lis volontiers quelques-uns. Par exemple, le mot climat. Climat est un mot totem, Mhm. c'est-à-dire qui revient sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, on a une espèce de religion du climat. Pendant la crise du Covid, on avait le mot cluster. Vous vous souvenez, il y avait des clusters partout. On ne pouvait Mhm. pas parler de groupe ou de... voilà, il fallait utiliser le mot cluster. Vous avez d'autres mots, par exemple le mot compétitivité. En compétitivité, vous le retrouvez dans le langage économique constamment. Se gare à celui qui ne serait pas compétitif. Donc c'est une espèce de darwinisme masqué derrière cette apparence anodine du mot compétitivité, mais qui veut dire qu'au fond, il faut écraser l'autre pour survivre. Un autre mot, par exemple, le mot communauté, communauté internationale. C'est une escroquerie, la communauté internationale. Pourquoi? Parce que c'est que l'Occident qui prétend incarner cette communauté internationale. Mais tous les autres pays, tous les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, en sont exclus. Donc on utilise un mot qui a l'air de vouloir englober, alors qu'en réalité, ce mot exclut, et exclut les trois quarts de l'humanité. On fait semblant, au fond, on le limite à l'Occident, mais on fait semblant d'utiliser un mot qui serait global alors qu'il ne l'est pas du tout dans la bouche, en tout cas des Occidentaux. Autre mot, par exemple, concurrence. J'ai parlé du mot compétitivité. Concurrence, c'est le même type de mot qui revient sans arrêt. Le mot connectivité, même chose. Si vous n'êtes pas connecté aujourd'hui, vous êtes en moins que rien. Vous êtes vous n'avez même pas d'existence. D'autres mots, par exemple, consultant. Voilà, consultant. Le mot croissance, vous en ai dénombré 400. Hein. Là, on est sous la lettre C.
Je passe à la lettre H, par exemple, le mot humanitaire. Maintenant, tout le monde fait de l'humanitaire, y compris les milliardaires qui fabriquent, qui font des milliards en s'enrichissant, par exemple, en fabriquant des armes. Ils ont tous des fondations philanthropiques. Alors, M. Bill Gates, donc, qui est en tête, qui a longtemps été l'homme le plus riche de la planète, on ne pouvait pas dire que c'était l'homme le plus riche. Il se présentait sous le nom de philanthrope. D'ailleurs, les journaux économiques, qui sont toujours en train de se coucher devant les milliardaires les plus riches, eh bien, parlent du philanthrope Bill Gates, comme s'il passait sa vie à donner son argent, alors qu'effectivement, il l'utilise, même quand il fait de la philanthropie, il investit encore, par exemple, dans des domaines de la pharmacie ou de la santé, avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Pourquoi? Parce qu'il investit dans des vaccins, parce que, avec ses fondations philanthropie, soi-disant pour éradiquer les vaccins d'Afrique. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'avec son propre argent, Bill Gates investit dans les industries pharmaceutiques qui vendent des vaccins à l'OMS pour les Africains. Donc on est dans un monde complètement circulaire, mais complètement mensonger. Parce que sous prétexte de faire de la philanthropie, M. Gates investit d'abord dans ses propres affaires. Vous avez le mot hybride, par exemple. Hybride, c'est devenu très à la mode depuis qu'il faut passer au tout électrique. Il y a même des guerres hybrides, donc il y a des voitures hybrides, mais évidemment, il y a des guerres hybrides. Donc, hybride, c'est très chic. Par exemple, le mot binarité, non-binarité. Alors, si vous êtes binaire, c'est l'horreur absolue. Ça, c'est un mot tabou. Il faut surtout plus être binaire. Je rappelle que binaire, c'est homme-femme. Hein. Si vous pensez que le genre humain est composé d'hommes et de femmes, vous êtes un malheureux qui ne méritez pas à peine le droit de vote. Tant mieux pour vous si on vous l'accorde encore, puisque maintenant, il faut être évidemment non-binaire, c'est-à-dire être n'importe quel genre, sauf un homme ou une femme, donc être trans, queer, gay, lesbien, etc. Je vous fais grâce des 14 autres sexes dont je viens de parler. On peut d'ailleurs y faire référence si vous souhaitez. Sous LGBT, je crois qu'on trouve ça, voilà, HIJKL, j'y arrive. Eh bien, là, on trouve une, voilà. Là, c'est des mots totems ou LGBTQIAP+, des mots... voilà. C'est totem ou tabou? Alors, c'est des mots totems dans le langage du bien. Parce qu'évidemment, dans le langage du bien, il faut être LGBTQIAP. Alors, je vous lis là. QUAP. Ah oui, ils ont ajouté des lettres. Je ne suis pas au courant, pardon. LGBTQIAAPSS, soit lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, transsexuel, queer, questionnant, c'est-à-dire qui se questionnent sur leur sexe, intersexuel, asexuel, allié, c'est-à-dire hétérosexuel qui soutient la cause, et pansexuel. Voilà, vous avez une quinzaine de possibilités à votre disposition, mais surtout ne pas être qu'un homme ou qu'une femme. Voilà. Donc, Et sur le salaire, vous dites à la page 51, non donné à la rémunération des employés dans une entreprise capitaliste, contrairement aux honoraires, aux traitements, aux dividendes et aux bonus, un salaire est toujours trop élevé. oui, c'était une petite forme d'humour, parce que quand vous lisez la presse économique, vous constatez que toutes les rémunérations que vous venez d'évoquer, hein, les honoraires des avocats, c'est jamais trop élevé, les dividendes des actionnaires, jamais trop élevés, toutes les autres formes de rémunération, aucun problème, mais alors les salaires, c'est toujours beaucoup trop élevé, et il faut toujours limiter les salaires, naturellement. Parce qu'évidemment, les salaires, ça concerne l'immense majorité des gens qui doivent travailler pour le gagner. Les autres, effectivement, n'ayant pas besoin de travailler, puisque les dividendes tombent tout seuls. L'argent, comme vous savez, travaille même quand on dort, donc il n'y a pas besoin de travailler pour les mériter. Vous avez dit qu'il y a à peu près 400 mots totems et une centaine de Un peu mots, plus, 200, oui. plutôt 200 de mots tabous. Tabou.
Et puis, il y a les mots anglo-saxons, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont classés. Le mot mainstream, moi, j'ai tendance à l'utiliser, mon Dieu, pardonnez-moi. Quelle est justement votre grille de lecture, Monsieur Guimetton, par rapport à la façon dont la guerre en Ukraine est couverte par les médias mainstream? Oui, alors juste pour revenir, comme j'évite les anglicismes, j'évite d'utiliser le mot mainstream et je préfère parler de presse dominante, Mhm. personnellement, hein. C'est juste une adaptation française. Donc, à titre personnel, j'utilise le mot presse, média dominant, plutôt que mainstream, parce que justement, je pense que l'utilisation abusive des anglicismes fait partie de cette tyrannie du bien, et parce qu'elle sert au fond à vouloir tuer toutes les identités culturelles existantes pour noyer tout ça dans un espèce de grand nivellement, ce sabir un peu, ce globish, ce sabir anglo-saxonisant, euh, justement pour imposer cette idéologie dominante économique et entre guillemets, que j'appelle libéral progressiste. Voilà. Alors maintenant, pour revenir à la guerre en Ukraine, ben évidemment, la couverture média, que nous offrent en tout cas les médias occidentaux sur la guerre en Ukraine est tout à fait déplorable. Je dirais même que comme journaliste, je pratique le journalisme maintenant depuis 42 ans, je suis tout à fait scandalisé par la manière dont beaucoup de mes confrères parlent de cette guerre, évoquent cette guerre, parce que c'est une façon complètement unilatérale de présenter les choses. Dès le départ, on a pris fait et cause pour l'Ukraine, sous prétexte que l'Ukraine était la population, le pays agressé, alors que les Russes étaient le pays agresseur, et que donc les seuls responsables, le camp du mal, était uniquement incarné par la Russie, tandis que l'Ukraine représenterait le camp du bien absolu, pour reprendre ma terminologie de la tyrannie du bien, et que donc seule l'Ukraine aurait complètement raison, tandis que les Russes, ces barbares, sauvages, tortionnaires, etc., auraient tous les torts contre eux, quoi, commettraient tous les crimes seraient commis par les Russes, alors que les Ukrainiens, eux, ne feraient que le bien. Donc les bombes ukrainiennes, quand elles tuent des civils dans le Donbass, là, il n'y a aucun problème. C'est des bombes du bien, du camp du bien. Donc c'est des bombes bienveillantes. Et puis les gens qui sont tués, ben, tant pis pour eux, ils avaient juste le malheur de se trouver là. Ça fait rien. D'ailleurs, on n'en parle jamais dans nos médias, hein. Vous avez tous les jours des hôpitaux qui sont bombardés, des marchés, des camps, pardon, des supermarchés qui sont bombardés. Il y a des morts tous les jours civils, hein, j'entends. Dans le Donbass, il n'y a rien du tout dans nos médias. Généralement, petit exemple pour rester là-dessus, les frappes qui interviennent parfois du côté, les frappes russes, donc, qui interviennent contre des objectifs ou qui tuent malheureusement des civils en Ukraine, souvent, ou les bombardements, par exemple, des stations, des stations électriques, etc., en Ukraine, correspondent toujours, si vous regardez attentivement, mais encore faut-il le vouloir, à des frappes analogues dans le Donbass ou en Russie. Mais ça, comme ça n'est jamais expliqué, on a l'impression que les Russes bombardent uniquement par caprice, par désir, au fond, de faire le mal et de s'attaquer à des objectifs civils. Ça n'est pas du tout le cas. Les premiers bombardements qui ont eu lieu contre des infrastructures civiles en Ukraine, c'était après le mois d'août, c'était après le sabotage du mainstream, du mainstream, voyez, du Nord Stream, du pipeline, l'oléoduc, du gazoduc Nord Stream dans la mer Baltique, qui est un objectif civil. Même chose après le sabotage du pont de Crimée, qui était un pont civil. Et les Russes ont pratiqué de la rétorsion, on va dire. Ils ont rétorqué, ils ont réagi. Alors on peut trouver ça tout à fait critiquable, je suis d'accord d'entrer en matière là-dessus, mais on ne souligne jamais cet aspect-là des choses. De même, quand on a présenté la cause
de la guerre, au début, fin février, début mars cette année, on a dit c'est l'impérialisme de Poutine, qui voulait reconquérir l'empire des tsars, recréer l'Union soviétique, enfin toutes sortes de fadaises, de fariboles qui ne correspondent absolument pas à la vérité, mais on a prêté à Poutine ce genre de choses pour pouvoir, au fond, mieux le diaboliser, mieux le démoniser. Mais en réalité, cette guerre, elle n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé le 22 février 2014, soit exactement 8 ans avant, quand un coup d'État a été commis en Ukraine à la faveur de démonstrations, de manifestations sur la place Maïdan, où on a utilisé ces manifestations comme couverture pour procéder à un coup d'État et renverser le gouvernement légal ukrainien et du président légalement élu, Yanukovych à l'époque, qui avait été reconnu par tous les gouvernements occidentaux, y compris les États-Unis, donc Allemagne, France, etc., comme étant un gouvernement démocratiquement élu, légalement élu, en vertu de toutes, on va dire, les conditions démocratiques requises pour que ce soit justement certifié démocratique. Donc on a renversé ce président légal pour installer à sa place un gouvernement putschiste sans aucune légitimité et qui, comme par hasard, est devenu pro-atlantiste, pro-américain et anti-russe, celui de M. Yatsenyuk. Et qu'a fait ce personnage, ce sinistre individu? Sa première décision a été, au fond, de brimer, d'interdire l'usage de la langue russe parlée par 80% des Ukrainiens et par 40% de la population qui ne s'exprime qu'en russe, parce qu'elle ne parle pas l'ukrainien, tous ceux de l'Est de l'Ukraine. Donc c'est à peu près comme si en Belgique, on interdisait, ou en Suisse, on interdisait l'usage du français pour imposer uniquement le flamand ou l'allemand en Suisse. Mais évidemment que les Wallons, ce serait, je ne sais pas s'ils auraient pris les armes, en tout cas, ce serait rebellé avec force et virulence contre cette espèce de violation de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait en Ukraine et personne en Occident ne s'est offusqué de ce type de décision parce que ce type, ce Premier ministre putschiste, était adoubé par les Occidentaux et par les États-Unis comme étant évidemment pro-occidental, donc il pouvait commettre tous les forfaits qu'il voulait, tout passer. Et c'est ça qui a déclenché les hostilités. C'est pour ça, pour ces raisons, cette raison-là, après l'adoption de cette loi au fond criminelle, que les républiques du Donbass se sont rebellées. Il y a aussi eu des rébellions, des manifestations à Odessa, à Mariupol. Je rappelle qu'à Odessa, il y a 43 personnes qui ont été brûlées vives dans un pogrom au mois de mai 2014. Il n'y a pas eu une ligne dans la presse occidentale, sauf dans Marianne, qui a quand même dit que peut-être ce n'était pas normal de mettre le feu à 43, d'immoler 43 personnes par le feu. Non, mais quand même. Donc, vous voyez, comme on fait exprès d'ignorer tous ces antécédents, évidemment qu'après on se dit ah tiens, mais les Russes sont intervenus, et comme tout a été, je dis, passé sous silence, eh bien, ça n'apparaît que comme si les Russes, par caprice, M. Poutine s'était levé le 24 février en disant tiens, maintenant je vais envahir l'Ukraine. Pas du tout. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Vous êtes en train de dire, monsieur... Sans aussi oublier que pendant 8 ans, il y a eu 14 000 morts dans le Donbass, bombardés essentiellement par les bataillons Azov et les milices d'extrême droite, avec des écussons nazis tatoués sur les bras, des portraits d'Hitler tatoués sur la poitrine. On nous dit que ce n'est pas des néo-nazis. Bon, moi, je ne sais pas, si je me faisais tatouer Hitler sur la poitrine, j'ai l'impression qu'en Suisse ou en France, on me considérerait comme sympathisant nazi. Mais bon, comme c'est des Ukrainiens, là, il n'y a pas de problème.
Donc, vous voyez, ce double langage, on revient dans le domaine du langage qu'on évoquait tout à l'heure, de la tyrannie du langage du bien, ce double langage, cette hypocrisie, ces doubles standards vis-à-vis de l'Ukraine et qui sont pratiqués par les médias occidentaux avec, je dis, un fanatisme qui est le contraire même, pour moi, de la déontologie professionnelle, eh bien, évidemment, m'horripile. Parce que je pense que dans tout conflit, on n'est plus en 1938 ou 1939 où il y avait le méchant Hitler et les nazis d'un côté, puis les gentils démocrates de l'autre. On n'est pas dans ce type de conflit-là en Ukraine. On peut encore approfondir, il y a encore des tas d'autres causes profondes à cette crise qu'il faudrait évidemment développer, mais on n'est pas dans un type... on a beau dire Poutine égale Hitler, c'est absolument pas vrai. D'ailleurs, l'excès même de ce type de comparaison discrédite ceux qui les font, quoi. Comment vous expliquez le soutien des populations européennes à l'Ukraine? Vous savez, j'ai été récemment à Moscou il y a une quinzaine de jours, et puis je discutais avec des amis russes, dans le Vous domaine. parlez russe? Non, j'essaye d'apprendre la langue, mais j'avoue que je souffre, hein. J'ai Je voulais beaucoup de savoir, peine. parce que je sais que vous écoutez les discours de Vladimir Non, mais Poutine, j'arrive pas. Oui, enfin, je les lis, mais traduit. franchement, oui, tout à fait. Parce que j'avoue que mon russe est trop sommaire pour pouvoir les comprendre. Euh, et puis, ces personnes me faisaient remarquer qu'en disant, vous, en Occident, ils disaient ceci, vous, en Occident, vous pensez qu'on est victime de notre propagande, de la propagande russe. Ils parlaient de la propagande de leur État, de l'État russe aujourd'hui, télévision, etc. Il dit, vous savez, nous, on a vécu, personnes plus âgées, sous le régime soviétique, on était habitués à la propagande. On savait très, très bien ce qu'était la propagande. Et toujours aujourd'hui, on sait très, très bien quand l'État nous fait de la propagande et on n'y croit plus du tout. On est complètement blindé contre notre propre propagande. Tandis que vous, en Occident, vous faites tellement confiance à votre État, vous avez tellement l'habitude de faire confiance à vos élites, à vos gouvernants, vous ne vous rendez même pas compte que ceux-ci vous manipulent à travers la propagande que les médias insufflent à votre insu, si je puis dire, en permanence, matin, midi et soir, dans les colonnes des journaux, sur les ondes radio, à la télévision. Vous n'y êtes pas sensible parce que vous n'avez pas encore appris à vous méfier de ce qu'on vous dit. Et je trouve que c'est une remarque qui mérite une grande réflexion, parce qu'on a tendance naïvement à croire encore ce qu'on nous dit, alors que je pense que malheureusement, l'évolution récente des médias depuis dizaines ou quinzaine d'années en Occident fait que malheureusement ceux-ci ont perdu beaucoup de leur crédibilité parce qu'ils sont devenus incapables, au fond, d'interroger des sources diversifiées. Dans le conflit en Ukraine, on ne cite jamais de sources russes, c'est que des sources occidentales ou ukrainiennes qui sont citées dans les journaux. Moi, j'ai jamais vu ça dans un conflit. Quand j'étais jeune journaliste, on m'apprenait à m'informer auprès de sources variées. On disait toujours, il faut toujours écouter l'autre partie. Et altera pars audiatur. C'était la base du métier de journaliste. Maintenant, dans la presse occidentale, quand on parle d'Ukraine, ça n'est jamais le cas. Donc là, on a un vrai problème. Ça, surtout en Europe. Comment vous avez Aux réagi? États-Unis, un peu moins, curieusement. Monsieur Mettan, je m'adresse aux deux, à l'homme politique que vous êtes et aux journalistes. Sincèrement, comment vous avez réagi à la décision de Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, quand au lendemain pardon, du déclenchement de la guerre en Ukraine, elle a pris la décision d'interdire purement et simplement les médias russes dans nos pays européens occidentaux, c'est-à-dire Russia Today, Sputnik, TASS, etc. Sincèrement. Oui, ben c'est un vrai scandale. Et c'est d'autant plus scandaleux pour enfin, la Commission européenne. Au nom du gouvernement européen,
qui se prétendent être des modèles démocratiques et de respect des droits de l'homme. On bafoue la liberté d'expression, on établit une censure en accusant l'autre de propagande, comme si nous ne faisions pas notre propre propagande au sein de nos médias, comme je viens de l'expliquer. C'est une pure mesure de censure et c'est une violation crasse au fond de la liberté d'expression et du droit des autres pays ou des journaux, des médias d'autres pays à pouvoir diffuser chez nous, alors que nous-mêmes, nous revendiquons le droit pour nos médias. Regardez CNN, regardez France 5, enfin, les chaînes France 24, etc., qui prétendent vouloir diffuser la bonne parole française partout dans le monde. Mais alors, nous, on a le droit de le faire, mais pas les Russes, sous prétexte eux font de la propagande et pas nous. Donc, vous voyez, on nage en pleine incohérence, en pleine contradiction, et en plus en violant nos propres principes. Et on n'arrive pas, on voit toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre et jamais la poutre qui est dans le nôtre. Et c'est ça, évidemment, que je trouve éminemment critiquable. Et Madame von der Leyen est l'archétype, je dirais, voilà, la personne qui incarne le plus ce type de contradiction. Rappelons quand même que l'Union européenne s'est construite pour faire la paix. L'idée de l'Union européenne, c'était d'empêcher des guerres entre Européens. C'était ça la mission, au fond, que s'est donnée l'Union européenne, enfin, la première étape, hein, la communauté, la CE, etc., la communauté européenne, et tout ça, les six en 1957 au traité de Rome, etc. Et maintenant, elle vient nous prêcher la guerre. Soi-disant que l'Europe, sa mission principale, c'était de faire la paix, et maintenant, cette dame qui se prétend, enfin, qu'on a nommée sans être élue du tout représentative du peuple, qu'on a placée à la tête de la commission, vient nous prêcher la guerre. Elle veut des bombes, elle veut des bombardiers, des canons, des missiles. Il faudrait déverser des tonnes et des milliers de tonnes d'armement sur l'Ukraine, toujours plus de guerre. J'ai jamais vu que faire la guerre apportait la paix. C'est les négociations qui mènent à la paix, c'est pas la guerre. Donc, cette dame, à mon avis, montre tout à fait les incohérences profondes hein, du discours européen et des actions européennes dans ce conflit. Je rappelle quand même que jusqu'en 2008, par exemple, quand la Géorgie a voulu envahir l'Ossétie du Sud, ce qu'elle a fait, hein, c'est elle qui a pris l'initiative de faire une guerre en Ossétie du Sud. Malheureusement, elle a perdu parce que les Russes veillaient au grain. Ben, le président Sarkozy s'était précipité à Tbilissi pour établir une trêve, pour intercéder et à Moscou surtout, à Moscou, pour demander à Poutine de faire la trêve, d'arrêter de ne pas aller plus loin, de respecter la Géorgie, ce qu'il a obtenu. Mais en Ukraine, on n'a pas du tout fait ça. Personne ne s'est précipité après le 24 pour dire à Moscou, pour dire à Poutine, bah, arrêtons les frais, là vous allez trop loin, essayons de trouver une solution. Donc, ce qui était juste en 2008 ne l'était plus du tout en 2022. Pourquoi? Parce que l'Occident était tellement sûr de gagner, après avoir armé l'Ukraine pendant 8 ans, entre 2014, formé l'armée ukrainienne, tellement sûr de pouvoir l'emporter que, eh bien, on estimait qu'il n'y avait plus besoin, au fond, de faire des négociations de paix avec la Russie, ce qu'on estime toujours, d'ailleurs, en cette fin décembre 2022. Donc, ces inconséquences de Mme von der Leyen, en plus, c'était quand même un drôle de personnage. Rappelons que, pour moi, cette dame, en plus de ce discours belliciste, n'a aucune leçon à donner, ne serait-ce que par son comportement personnel. Je rappelle quand même que lorsqu'elle était ministre de la Défense d'Allemagne, hein, eh bien, elle avait été mutée à Bruxelles parce qu'elle avait commis des actes répréhensibles au sein de son ministère par l'attribution notamment de mandats publics qui ont été critiqués. Alors, ce n'était pas pénal apparemment, mais qui ont été durement critiqués, ce qui est bien qu'on l'a mis
on l'a placée à Bruxelles pour lui éviter des ennuis plus graves. Et puis qu'elle a récidivé comme présidente de la commission, par exemple récemment avec son mari, puisqu'elle a acheté par millions des doses Pfizer, alors que son mari avait créé une société qui, cette société était liée à des groupes pharmaceutiques, dont Pfizer. Je rappelle aussi qu'au Parlement européen, on l'a mise sous enquête parce qu'elle avait des liens privilégiés avec M. Bourla, le patron de Pfizer, et qu'elle a refusé de donner son numéro de téléphone, son téléphone, pour pas qu'on puisse voir qu'elle avait des liens privilégiés avec le patron de Pfizer. Donc on voit que c'est une personne qui dénonce les scandales chez les autres, qui voit, je dis, la paille dans l'œil de M. Poutine, mais qui a de la peine à voir la poutre qui est dans le sien. Mhm. Et puis ce dossier est suivi notamment par la députée européenne française Michèle Rivasi ici à Bruxelles, puisqu'on évoque l'Union européenne, un mot sur le scandale qui a frappé le Parlement européen. Je parle de la corruption. Oui, bah, je suis pas très étonné. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça fait 20 ans, effectivement, que j'exerce modestement un petit mandat parlementaire. Je vois l'influence énorme que les lobbies ont sur les parlements, les grands et les petits, et cela partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de corrompre une centaine de parlementaires de quelques partis pour obtenir des majorités en faveur de telle ou telle entreprise ou telle mesure qui va favoriser telle ou telle entreprise, ou actuellement pour la guerre en Ukraine. Pourquoi les parlements sont pour la guerre en Ukraine? Parce que les lobbies liés aux fabricants d'armes sont évidemment pour la guerre. Les lobbies liés aux entreprises énergétiques sont pour la guerre, puisque ça permet aux entreprises énergétiques occidentales, en coupant l'approvisionnement russe, de vendre le gaz, par exemple, de schiste américain beaucoup plus cher que l'était le gaz russe. Donc on voit que ces lobbies, ce n'est pas de la corruption au sens juridique du terme, mais c'est de la corruption, on va dire, c'est quand même une forme de corruption indirecte, parce qu'on s'achète les faveurs de députés par toutes sortes de moyens, toutes sortes de petits cadeaux, de liens, de conseils d'administration, de rémunération discrète, de cadeaux divers. Par exemple, ça peut être justement des mandats dans des conseils d'administration après la fin du mandat politique. Donc, on voit par exemple M. Barroso, qui a dirigé cette Commission européenne pendant 8 ans. La première chose qu'il a faite en quittant la Commission européenne, c'est d'entrer au conseil d'administration de Goldman Sachs. Et maintenant, il est président de Goldman Sachs en récompense de tous les services qu'il avait rendus comme président de la Commission européenne, tous les services qu'il avait rendus à Goldman Sachs et aux banques pendant la crise économique et financière de 2007-2008. Donc si ça, ce n'est pas une forme de corruption indirecte, je ne sais pas comment appeler ce type de corruption, mais ça n'est pas condamné explicitement par les lois. C'est des formes de corruption légales permises, si je puis dire. Pourquoi, à votre avis, on l'a donné? C'est scandaleux que celle qui vise actuellement, que celle qu'a faite la vice-présidente grecque, qui se fait prendre, elle, la main dans le sac avec des sacs de supermarché bourrés d'euros. Là, c'était plus visible, qu'on n'a pas pu le cacher. Pour le reste, c'est beaucoup plus masqué. Mais parce que c'était plus visible, justement, ou parce que le Qatar est le maillon faible d'une grande chaîne de corrupteurs. C'est possible aussi que ce soit parce que c'est le Qatar qui les a corrompus. C'est-à-dire que si la corruption venait d'entreprises, on va dire, philanthropiques, hein, comme on appelle nos grandes entreprises chez nous lorsqu'elles se livrent à des pratiques, disons, douteuses, peut-être qu'elle aurait pu y échapper. Mais comme c'est des Arabes du Qatar ou du Maroc, peut-être que ça
voilà, que c'est moins grave si on rend ça public. Je ne sais pas, c'est une hypothèse gratuite de ma part, mais j'avoue que je ne l'exclus pas tout à fait, parce que jusqu'à maintenant, les lobbyistes de Raytheon, de Boeing, de Lockheed Martin, qui vendent par dizaines de milliards des armements aux pays européens, à l'Ukraine et aux États-Unis et dans le reste du parti du monde, grâce, je ne dis pas à cause de la guerre en Ukraine, mais grâce à la guerre en Ukraine, ceux-là n'ont jamais été inquiétés de quelque manière que ce soit. Et pourtant, ils dépensent, si vous regardez le... Vous savez, quand j'étais encore jeune journaliste, à la fin des années 80, j'avais fait une enquête au Sénat américain sur les pratiques des lobbies américains au Sénat. Et j'avais été invité par un sénateur qui était justement réputé pour être incorruptible, d'ailleurs invité au restaurant du Sénat à Washington pour parler de ça. Puis il me disait, vous savez, celui-là, il désignait un autre sénateur à table à côté de nous, celui-là, il reçoit tant de tel groupe, celui-là, tant, tel. Voilà ce que c'est, voilà ce que c'est. Lui, il savait tout. Donc, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur, on va dire, l'intégrité ou l'honnêteté de beaucoup de parlementaires. Je ne dis pas que tous les parlementaires sont corrompus, loin de là, mais il en existe beaucoup et souvent, c'est les personnes qui jouent un rôle clé, comme par exemple cette vice-présidente grecque. Mhm. Et malheureusement, il n'y a pas que les Qataris qui font ça. Il n'y a pas que les Qataris. Si ça avait été un grand pays occidental, on n'aurait rien vu, on n'aurait rien dit. J'en sais rien, on découvrira. Mais en Occident, je dis, on a l'habitude de ça et on pratique différemment. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus feutré. Vous avez des armées d'avocats qui font ça pour respecter certaines normes légales. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, on va dire, de coincer les gens parce que souvent la rémunération, comme je l'ai dit, vient après. Pour M. Barroso, elle est venue après. Et si vous regardez les pantouflages qui ont lieu entre le public et le privé, vous avez beaucoup de fonctionnaires, de ministres qui viennent d'une entreprise dans nos gouvernements, regardez le gouvernement français, qui viennent de telle ou telle entreprise privée. Le secrétaire général de l'Élysée, par exemple, vient du groupe genevois MSC, qui est le plus gros armateur du monde, société de shipping. Il va à l'Élysée, il se fait tout un réseau de relations, puis après il reviendra, j'imagine, quand M. Macron ne sera plus là, tranquillement au sein de son groupe d'origine. Alors, on ne peut pas appeler ça de la corruption, puisque ça ne l'est pas au sens légal, mais c'est quand même une forme de compromission, en tout cas à mes yeux, en tout cas une pratique discutable. Mais ce n'est pas poursuivable sur le plan légal, en tout cas pas sous cette forme-là. Très bien. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question pour revenir un petit peu au bannissement ou à l'interdiction des médias russes en Europe. Un mot par rapport à M. Trump, l'ancien président des États-Unis. Est-ce que le bannissement de Trump sur les réseaux sociaux a pu contribuer à la préparation à cette guerre russo-américaine en Ukraine, à votre avis? Oui, je pense qu'il faut remonter effectivement à 2016 parce que, et là aussi c'est intéressant de voir comment la presse occidentale rapporte les choses. Elle était très hostile à Trump parce que la presse en Occident est plutôt, on va dire, de centre-gauche. Elle est proche historiquement, en tout cas les principaux médias américains comme CNN, le New York Times, le Washington Post, sont proches des démocrates et donc très anti-républicains et a fortiori anti-Trump, puisque Trump, c'est encore une variété, on va dire, très spéciale de républicains. Mais on a accusé Trump, par exemple, le 6 janvier 2021, d'avoir voulu commettre une sorte de coup d'État contre le Capitole, etc., et puis de ne pas reconnaître le résultat des élections, on va dire, démocratiques de novembre 2020 aux États-Unis, d'avoir contesté le résultat de ces élections, et on a trouvé ça scandaleux. On a trouvé scandaleux que des manifestants qui contestent le résultat de ces élections qui viennent le 6 janvier, etc., etc.
D'accord, on peut prendre ça. OK. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les premiers qui ont contesté une élection présidentielle aux États-Unis, ça a été les démocrates en 2016, lorsque Trump a été élu. Ils n'ont absolument pas voulu reconnaître la victoire de Trump. Madame Clinton n'a pas pu accepter sa défaite, ni l'establishment démocrate aux États-Unis. Et donc, on a accusé Trump d'avoir été un agent russe infiltré. C'est toute l'affaire du Russiagate qui a été déclenchée à ce moment-là. Et on a pourri, au fond, toute la présidence de Trump en l'accusant sans cesse. On a fait 2 tentatives d'impeachment, donc de vouloir le chasser du pouvoir, sous prétexte de collusion avec la Russie, pendant toutes ces années de présidence, les 4 ans de présidence. Et c'est Madame Clinton et les démocrates qui ont refusé de reconnaître la validité du scrutin aux États-Unis sous prétexte de collusion avec la Russie et d'immixtion de la Russie dans la procédure électorale. Alors qu'on a nommé 2 procureurs spéciaux, M. Mueller et je crois que l'autre s'appelle Smith, j'ai oublié, je crois, oui. Deuxième procureur, 2 procureurs spéciaux pour juger de ce Russiagate et l'ingérence russe et de la collusion entre Trump et la Russie, et on n'a pratiquement rien trouvé. On a retrouvé quelques millions de trolls russes, effectivement, dans la campagne, alors qu'il y avait des dizaines de milliards de postes qui venaient de partout. Par exemple, Israël, les postes, enfin les ingérences, on va dire, d'origine israélienne dans la campagne électorale américaine sont 100 000 fois supérieures aux postes, on va dire, d'origine russe. Donc ça n'a aucune incidence. C'est ce qu'ont reconnu les deux procureurs spéciaux indépendants. Mais ça, on a les journaux tartinés pendant des années là-dessus. Et quand les procureurs ont rendu leur rapport, on a retrouvé 5 lignes au pied de page pour dire que non, finalement, il n'y avait rien du tout. Donc, vous voyez, cette manière de couvrir les choses est biaisée, au fond, depuis des années et des années. Et malheureusement, on s'y est tellement habitué qu'on n'arrive plus à percevoir ça, sauf si on essaie quand même de faire un effort pour s'informer réellement ou de rester lucide par rapport à ce que nos médias nous racontent trop souvent et qui ne correspond pas à la réalité. Guy Mettan, j'ai tellement de questions à vous poser. Ils se bousculent dans ma tête. J'ai envie qu'on parle des BRICS. J'ai envie de parler aussi, vous êtes suisse, c'est pas tous les jours que j'ai la chance d'interviewer un Suisse pour nous parler de cette neutralité, pas neutralité de la Suisse. On parle de neutralité politique, militaire, humanitaire. J'ai envie de revenir aussi sur cette crise ukrainienne et la position de la Chine, etc. Mais je vous propose qu'on fasse une deuxième partie après une pause. Oui, mais pas ce soir. Si on peut faire ça demain, ça m'arrangerait. Avec plaisir. Si ça vous chagrine pas. Non, non, oui, je parce que suis tout aussi ravie. Oui, là, je ne m'attendais pas à 2 heures de temps, mais si on peut remettre à demain, volontiers. Oui. J'ai envie qu'on explique à nos auditeurs une fois pour toutes ce qu'est la neutralité suisse. J'ai effleuré la question avec notre ami Jacques Beau il y a quelque temps, mais il y avait tellement de choses à dire qu'on n'avait pas vraiment traité de la question dans... Oui, bah écoutez, moi, si on peut revenir demain à 16h, si ça vous va, vers 16h. Avec plaisir. Demain, quand vous voulez, demain, ça peut être plus tôt, à 11h, je serai là à 11h demain. Très bien, parfait. J'ai été ravie de vous inviter à cette immersive et à demain. À très vite. Alors, on dit à quelle heure vous... Nous sommes en direct là. Ah oui. On est en direct, mais ça n'est pas grave. La plateforme est comme ça. La plateforme est comme ça. C'est le plaisir du direct, on improvise. Absolument. Alors, on va prendre congé de nos abonnés
et on va s'entendre sur l'heure et la date à laquelle on enregistrera la deuxième partie. Ça a été D'accord. un grand plaisir de vous recevoir à l'Immersive. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. À très vite. Au revoir.